Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Le 8 septembre est presque là. Ce jour-là, Bayrou devrait partir, emportant avec lui son cortège de mimiques patelines et de remarques paternalistes. Bayrou aura été un Premier ministre complexe. D'un côté, il est apparu la mine souriante et maladroitement drôle, comme un tonton qui s'est trompé de porte à la visite. De l'autre, il a su aussi montrer un visage de féroce serviteur du président de la République, prêt à tout pour sauver son quinquennat. Comme toujours, l'histoire est compliquée, en particulier quand il s'agit de politique. Alors, pour y voir plus clair au milieu de cette mer d'incertitude, on va dédier cet épisode à François Bayrou. Préparez-vous parce que ça va swinguer, comme diraient des boomers, comme vous dites. Mais promis, on vous garde une petite pépite pour le moral après tout ça. Le petit François est né le 25 mai 1951 à Bordère, dans le Béarn. Ses parents, tous deux intéressés par la politique, se sont... Voilà, non mais Victor, pardon, mais là les gens vont fuir. Non mais parce qu'on s'en fout de savoir si Bayrou a pris la tête du MoDem pour se venger des cadres du MRP qui ont trahi son propre père, qui lui-même s'était engagé dans le mouvement centriste pour emmerder le grand-oncle de Bayrou, entré en politique par l'Action française. Tout ça c'est vrai, mais on s'en fout. On veut du vif, du concret et du percutant, ok ? Qu'est-ce qui est en augmentation? Oui, enfin, merde! Ça démarre, il y a une seconde! Alors, c'était qui Bayrou ? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait et qu'est-ce qu'il a vraiment dit ? Qu'est-ce que sa façon d'exercer le pouvoir révèle de lui ? Autrement dit, mais qui fut notre Premier ministre ? Pas de meilleure question quelques jours avant sa démission pour un programme qui continuera à s'appeler Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Depuis presque un an maintenant, Bayrou n'a été que mépris, nullité et mensonge. En 9 mois, il a incarné l'identité profonde du macronisme. Un ramassis de perdants aigris par une défaite qu'ils se sont toujours refusés à digérer. Pétri par un ressentiment dévorant, Bayrou s'est révélé en moralisateur pervers, voulant coller à sa bassesse les aspirations de grandeur du peuple français. Alors d'abord, la première chose à remarquer, c'est qu'il est incroyablement nul. Il n'a aucune contenance personnelle et au fond, on n'est jamais bien sûr de savoir s'il sait lui-même où il en est et ce qu'il a à faire. Ça s'est particulièrement vu lors de son grand entretien de la dernière chance du 31 août 2025. Ma question est donc relativement simple. À qui allez-vous parler ce soir ? Aux députés pour tenter de renverser la vapeur ou aux Français pour leur dire au revoir ? Alors sûrement pas au revoir. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'invitez. Si vous avez monté une émission aussi inédite, comme vous avez dit, aussi différente et aussi originale, c'est parce que le sujet est crucial. À la veille de sa déchéance, il ne sait même pas répondre à une question simple. À qui parle-t-il ? S'adresse-t-il aux partis qui ont sa survie politique entre les mains ? Directement aux Français qui le haïssent et le méprisent ? Nul ne le sait. La stratégie politique est floue, elle manque de direction et de certitude. Pourtant, dans notre régime parlementaire, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Mais depuis des mois, l'action publique patine. Notre pays est toujours sans budget au mois de février. L'action publique est victime puisque nous serions incapables de faire face à ces obligations, de recruter par exemple les magistrats et les fonctionnaires qui ont été prévus. Et c'est comme ça que Bayrou n'a pas hésité à s'ériger en modèle et à accuser les autres de partir en vacances alors que lui, non. Je n'ai dénigré personne. Vous étiez en vacances. Vous étiez en vacances. Vous étiez en vacances. Pendu! Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi. Donc le seul adulte responsable de cette classe, c'est vous. Mais j'ai pas dit adulte responsable, essayez de ne pas caricaturer. Mais il y a quelques mois, souvenons-nous de ce que disait la présidente de l'Assemblée nationale, pourtant issue de ses propres rangs. Vous savez, il faut arrêter de considérer que les députés ne travaillent que quand ils sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Être député, c'est d'être un élu de proximité, on a des circonscriptions, et donc il n'y a pas de vacances parlementaires, il y a une interruption de la session. Même pas capable de se coordonner avec ses propres troupes. Mais en plus, s'il travaillait tant cet été, qu'a-t-il fait pour préparer les négociations du budget ? À part 8 vidéos sur sa chaîne YouTube pour un total de 41 minutes. A-t-il répondu aux partis et à leurs contre-propositions budgétaires ? Non. Pendant des mois, le Premier ministre a fait de la poésie, dissertant longuement sur l'Himalaya et les routes qui permettent son ascension. C'est dans ce cadre que le gouvernement choisit les 4 orientations de son action, qui seront, pour reprendre l'image de l'Himalaya, 4 voies d'ascension. À côté de ces escapades alpines, qui sont autant de mensonges sur son réel attrait pour l'effort, il se vante d'aimer ce mot de compromis.
Est-ce que vous prenez d'abord le mot compromis ? Oui, moi je trouve que c'est beau le compromis. Mais plutôt que de nous parler de la longue marche du budget, qu'il les mène ces négociations, qu'il fasse des propositions concrètes. Parce qu'à part les fauteuils des personnes handicapées, l'année blanche et les 2 jours fériés, le plan est très fumeux. Et cette nullité indécrottable, lui-même s'en rend compte. Le gouvernement n'a pas de majorité. Il arrive même que ses soutiens ne soient pas totalement convaincus. Eh ben évidemment, nous aussi, on n'est même pas sûr qu'il soit un si bon soldat tellement il est nul. Il se plante copieusement sur les noms, même des gens de son propre gouvernement. Par Christophe Parmentier-Lecoq et par Amélie de Montchalin. Charlotte Parmentier-Lecoq et Amélie de Montchalin. Ça m'apprendra à raccourcir l'écriture des prénoms. Il écorche aussi le nom de la première ministre la plus éphémère de l'histoire britannique. Il y a 3 ans à peine, au Royaume-Uni, un gouvernement pourtant conservateur, dirigé par Liz Truss, ce gouvernement a sauté en 42 jours. Au passage, Liz Truss, et donc pas Liz Truss, a été virée par ses propres soutiens du Parti conservateur parce qu'elle s'était trop inspirée de la politique macronienne. Elle avait projeté de réduire massivement les impôts sans compensation sérieuse, et les agences de notation lui ont tout simplement dit non. Bayrou ne se rend sans doute pas compte de l'ironie de la situation, mais au fond, peut-être n'est-ce pas tant de la nullité qu'un profond mépris pour ceux à qui il s'adresse. Par exemple, lors de son audition pour l'affaire Betaram, il n'a cessé d'écorcher le nom de la lanceuse d'alerte. Vous avez dit qu'on signale des faits de violence sur Madame Gulung. Or, c'est pas vrai. Gulung. Ce manque de considération est révélateur. Bayrou méprise les Français, qu'il prend pour des courges, sans considération de sa propre position. Si les Français le savaient, nous n'en serions pas là. Ah bon ? François Bayrou méprise ceux qu'il juge faibles et s'attaque aux victimes sans problème. Ce mépris prend parfois des formes un peu stupides quand on écoute un peu. Vous n'avez pas écouté. Je vous assure que c'est intéressant. Enfin, j'ai l'impression, stupidement, que c'est intéressant. On l'a déjà oublié, mais il a survécu à un premier budget, en promettant quelques piécettes au PS, notamment sur les retraites. Alors bon, on le verra, rien de tout ça n'est arrivé. Mais en plus, à peine la censure évitée, Bayrou a montré ce qu'il pensait vraiment du PS. Si l'on peut dire une motion de censure à faux, une motion de censure à blanc, après avoir à juste titre refusé 4 motions de censure à balles réelles. Et voilà le parti de Blum, de Jaurès, le parti de François Mitterrand et de Jacques Delors, dont j'imagine vous devez bien avoir dans vos locaux des portraits, réduits à une motion de censure pour faire semblant. Bon, sur le fond, il a raison, C'était une censure toute pourrie, mais la question n'est pas là. Sa bêtise contamine jusqu'à son propre mépris qu'il ne parvient pas à maîtriser, trop content d'avoir pu tromper le PS. Ce qui est pas difficile, ceci dit. Ce mépris montre sa totale incapacité à comprendre les rapports de force qui jouent contre lui, au point de choquer des membres de son propre camp. À ce moment, je vais m'écarter légèrement de mon discours original pour m'adresser à vous, Monsieur le Premier ministre. Je vous l'avoue, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris vos saillies initiales à l'encontre d'un parti à qui votre gouvernement a tendu la main et qui a accepté, à contre-cœur certes, de saisir la main tendue. Et c'est une constante de son mandat, considérer ses oppositions avec arrogance et mépris en ne leur répondant que quand il a besoin d'eux. Alors attention, c'est Sonia Mabrouk, voilà, petit trigger warning. Expliquez-nous ce paradoxe. Comment vous voulez rassembler le pays, les Français, sur un sujet aussi grave et en même temps vous dénigrez des oppositions que vous estimez... Mais vous êtes formidable. Ce mépris fou n'a pas cessé. Bayrou a été particulièrement odieux dans l'affaire Betaram où il n'a cessé d'accuser les victimes et les lanceurs d'alerte de mentir. Donc j'affirme que cette dame, je veux pas utiliser le mot de mentir, je déteste ce mot que vous utilisez tant. Elle a affabulé devant la commission. Il a essayé de se placer lui-même en victime d'une cabale médiatico-politique, mais en vérité, il est le seul responsable de cette affaire. Ce sont ses réponses mensongères et ses dénégations fausses et contradictoires qui l'ont placé au centre de l'attention. Pour s'en sortir, il a essayé donc de se placer en victime, ce qui a dévoilé son vrai visage. Il n'a eu aucune parole de compassion pour Madame Gulung, qui a eu le courage de s'élever contre les pratiques moyenâgeuses de cette institution puissante et crainte qu'était Betaram. Enfin, et surtout, Bayrou méprise profondément les Français. J'ajoute que ces derniers jours, sur ce débat, s'est greffé un mouvement de contestation radicale dont LFI et M. Mélenchon ont maintenant pris la tête, qui vise, selon leurs propres termes, à bloquer tout et à la grève générale.
Cette revendication de justice sociale est renvoyée à une radicalité informe et affreuse. Il n'a rien retenu des Gilets jaunes. Je voudrais m'arrêter un instant à un mouvement que nous avons tous connu et qu'à mon sens nous avons négligé. C'est le mouvement des Gilets jaunes. La promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude des cahiers de doléances qui ont été présentés par les Gilets jaunes. Il n'a rien compris. Avec le mouvement du 10 septembre, il répète les mêmes erreurs, parce qu'il fonctionne avec le même logiciel qu'en 2018. Le mépris et l'agression. Cette façon de parler, de prêcher les Gilets jaunes au début de son mandat pour répéter les mêmes tactiques violentes sur leurs héritiers quelques mois après, révèle sa vision tout à fait instrumentale qu'il se fait de son pouvoir et de sa fonction. Il n'est pas là pour réaliser quelque chose, pour faire de la France quelque chose de beau, de digne. Il est là pour le pouvoir qui le fascine et l'obsède. Tout est bon tant qu'il s'agit de préserver sa mainmise et son héritage. Quand il faut être gilet jaune, il devient gilet jaune et prend un visage de commisération. Mais quand un mouvement le menace, il traite ceux qui le composent comme des dégénérés radicaux. Tout ce qui importe, c'est de garder la main, peu importe les volte-face, mensonges et autres perversités. Il faut se le dire, Bayrou n'a fait que mentir. Il a menti pour Bétaram. Vous présentez tout cela comme si les déclarations qui sont faites en réponse à des questions au gouvernement étaient des déclarations sous serment, devant un juge. Et quand il a été acculé, il a accusé tous les autres de mentir plutôt que de faire amende honorable. C'est extrêmement simple. Le gendarme entend soit il ment, soit il affabule. Je veux bien accepter l'idée qu'il affabule. Tous les autres mentent, mais pas Bayrou. Sur le front politique, ces mots non plus n'ont jamais eu de valeur, à propos des discussions sur le budget notamment. La bonne foi et la bonne volonté ont été au rendez-vous. Ce sont des incantations mensongères, celles d'un mauvais sorcier. Parce que sur le fond, le peu de concessions promises qu'il a réalisées étaient exclusivement en faveur du RN. Quand il s'est agi de réaliser les promesses faites à la gauche, il a tout fait pour tout bloquer, avec les retraites par exemple. Le gouvernement a d'abord affirmé qu'il fallait avant tout un régime équilibré. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier. Mais quand la gauche a proposé des pistes sérieuses qui permettaient une réduction de l'âge de départ à 62 ans, Bayrou a tout simplement bloqué la proposition. Il a utilisé tous les outils constitutionnels à la disposition du gouvernement pour bloquer une initiative parlementaire, pourtant majoritaire à l'Assemblée nationale. Idem pour son conclave. Il était censé garantir l'indépendance des partenaires sociaux pour négocier une sortie, sauf que Bayrou a bloqué dès le départ le contentieux principal, l'option des 62 ans. Ce conclave n'a donc servi qu'à gagner du temps et obtenir la non-censure du PS. C'est la même tambouille pour le budget. D'abord, Bayrou nous explique en long, en large et en travers que le budget est problématique parce qu'on aurait un déficit excessif. Nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, c'est, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Mais d'autres pays sont beaucoup plus endettés que nous. Et là, c'est pas pareil. Au Japon, la dette, elle est beaucoup plus importante que la nôtre en pourcentage du PIB, mais cette dette est détenue à 99% par les Japonais. 3%, pas 3%, dette française, pas dette française. Les règles changent en fonction de ce qui arrange Bayrou. Les mots n'ont plus de consistance. Bayrou est un fossoyeur du sens. Les macronistes sont au pouvoir depuis 2017. Ils ont eu le contrôle absolu sur la politique à mener, mais rien n'est de leur faute. Vous n'avez pas une part de responsabilité, honnêtement ? En tout cas, le camp présidentiel, plus 1000 milliards de dettes depuis 2017, ça fait 8 ans. Les 1000 milliards de dettes Macron, c'est pas eux, c'est le Covid et l'inflation. Ces augmentations, elles s'expliquent simplement parce que les années précédentes ont été des années d'inflation. Le Covid... C'est quand même bien la première fois qu'un virus avec ses petites spicules est allé dans le projet de loi de finances pour écrire les lignes budgétaires qui ont autorisé l'État à emprunter autant d'argent, hein. Ce sont des gestes techniques précis. Non, soyons sérieux. Ce sont les politiques publiques adoptées pour répondre au Covid et à l'inflation qui ont causé cet endettement massif. Parce qu'il faut regarder comment les macronistes ont financé tout ça. Par la dette. Surprise, motherfucker! Bayrou présente donc comme un fait naturel l'aboutissement de leur choix politique dont il veut faire payer les frais aujourd'hui aux Français. Mais la gauche a toujours montré qu'il était possible de financer ses politiques autrement. La dette n'est pas une fatalité. La gauche a montré que la taxe Zuckman était non seulement possible, mais réaliste. Les parlementaires ont aussi montré comment le gouvernement avait aidé les banques à continuer à frauder le fisc dans l'affaire Cum Cum, alors que la loi l'avait interdit.
Et tout ça au moment où le gouvernement demandait des efforts aux Français et au même moment où le Sénat dévoilait les abus indicibles des entreprises françaises. Rappelez-vous, on a appris qu'il y avait pour 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises dans la nature. Les entreprises n'ont pu ni préciser le montant, ni l'utilité de ces aides, à part quelques éléments de langage classique du patronat. C'est tellement un sujet épidermique, voire polémique, que c'est bien d'amener un petit peu de transparence et de clarification là-dedans, parce qu'il y a tellement de fantasmes autour des aides aux entreprises et des grandes entreprises qu'on pourrait croire que c'est des cadeaux aux entreprises et qu'elles font n'importe quoi avec cet argent. Plutôt que de s'attaquer à ce gouffre financier, en grande partie capté par les plus grosses multinationales, le gouvernement a préféré, début septembre, doubler le reste à charge des assurés sur les franchises médicales. Bref, faire payer les malades plutôt que les riches et les entreprises. Et tout ça, pour Bayrou, c'est très clair. Il n'y a pas d'alternative. Leur politique est la bonne et il ne faudrait en aucun cas en changer. Si le gouvernement tombe, comme il le souhaite, comme il l'annonce, eh bien ça veut dire qu'on changera de politique pour en prendre une autre, plus laxiste, plus abandonnée, plus à la dérive. Eh oui, c'est normal que la politique change quand on perd des élections. Parce qu'à y regarder de plus près, les macronistes n'ont pas vraiment gagné une élection depuis 2017. Ils n'ont pas perdu la présidentielle de 2022 parce que la gauche a fait barrage. Mais Emmanuel Macron savait déjà qu'il n'y avait pas d'adhésion à sa personne, ni à son projet. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Aux législatives, les macronistes n'ont remporté qu'une majorité relative en 2022, qui les a obligés à s'appuyer sur les LR. En 2024, ils n'ont eu que la 2e place, qui a achevé de lier leur camp à celui de leurs homologues de droite. Ces défaites successives, la Macronie ne veut pas en faire le deuil. Et leur aigreur et leur rage sont palpables. Tout sera bon pour s'en épargner les conséquences. La séquence budgétaire est éclairante. Un mot est omniprésent, la dette. Ce n'est pas cette dette que nous avons privilégiée. Nous aurions dû investir dans la recherche et dans l'innovation. Nous avons préféré la dette de facilité. La dette, la dette, la dette, comme une chape de plomb dont les macronistes recouvrent peu à peu le paysage politique. François Bayrou s'est muté en moine fanatique du capitalisme, les yeux bandés, errant dans les rues de France en assénant ses invectives morales. Je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral, pas un problème financier seulement. Or, Nietzsche a travaillé cette notion de dette morale dans plusieurs de ses écrits, comme la généalogie de la morale, ainsi parlait Zarathustra ou encore le Gai Savoir. Il a montré comment le faible transformait sa faiblesse en élucubration morale pour contraindre le fort à s'affaiblir pour lui. Et la dette est un outil formidablement puissant. Regardons à quoi elle sert, cette dette morale financière, fabriquée de toutes pièces par le conservatisme macroniste. Votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État, là. C'est l'État. Non. Ici, c'est l'État, oui. Non, ce sont les Français. À qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme. Peu importe que les retraites soient payées par le salaire, peu importe aussi l'aller-retour en jet pour présider le conseil municipal de Pau. Ce qui compte, c'est de faire payer les Français. Ce culte de la dette est une idole qui sonne creux et qui sent l'air vicié du ressentiment. C'est une idéologie faible et laide qui sert à inverser les positions de pouvoir. Le peuple fait perdre les macronistes depuis des années. Élection après élection, le peuple les a privés des victoires qu'ils estimaient méritées. Consumés par leur ressentiment et dans un esprit vengeur, les macronistes fabriquent une dette qu'ils collent aux Français, qu'ils rendent responsables, comme Nietzsche nous permet de le voir. Nous sommes devenus accros à la dépense publique. L'inversion des valeurs est stupéfiante. Les macronistes se parent des habits du moraliste pour juger et condamner les Français devant lesquels ils sont pourtant responsables. Ils ne font que parler de vérité aux Français, allant même jusqu'à citer Hannah Arendt. Hannah Arendt disait qu'un peuple à qui on a cessé de dire la vérité ne peut plus rien croire. Il est privé, disait-elle, non seulement de sa capacité d'agir, mais de sa capacité de penser et de juger. Cette inversion industrielle des valeurs, c'est autant de stratagèmes que la Macronie utilise pour se faire plus forte qu'elle n'est. Elle veut voler aux Français la vérité. Elle veut voler aux Français la morale et in fine leur voler le pouvoir. Comme Nietzsche nous l'enseigne, cette dette morale dont ils se font les apôtres zélés est l'immense signe de leur défaite. Ils n'ont plus la force avec eux. Alors ils se mettent en scène pour masquer qu'ils sont contraints par leurs échecs. Macron n'a pas fait campagne en 2022 et n'a pas eu de majorité. Mais ça, il est hors de question d'en parler.
La réalité leur échappe et la panique gagne les troupes. Et ils ne peuvent rien y faire, à part se mettre en scène avec l'illusion de la puissance. Les européennes sont un nouveau camouflet pour le président qui n'a pas fait campagne non plus, tant il est devenu inaudible, même pour ses propres électeurs qui ont massivement ignoré le scrutin. Le ressentiment macronien contre le peuple, qui est omniprésent aujourd'hui dans leur conduite de la politique de la nation, naît de cette blessure narcissique et du sentiment d'impuissance. Devenus faibles et incapables de répondre directement à l'offense ou à la domination infligée par le peuple, les macronistes ont transformé leur hostilité de perdants en nouveau jugement de valeur moralisant. Cette impuissance tortueuse se ressent encore dans cette dernière séquence du vote de confiance provoqué par François Bayrou. Sans surprise, il s'en sert encore pour essayer de contraindre les oppositions à se soumettre à ses désirs. La crise ne viendrait pas de lui, de ses choix ou de son incurie, mais des oppositions qui s'opposent. Ah bon, parce que vous pensez que la crise, elle vient parce que je demande la confiance ou parce qu'on me la refuse ? C'est comme si on la lui devait, la confiance, spontanément, naturellement, évidemment. Les macronistes fabriquent ce monstre immonde de la dette dont ils rendent les Français responsables. La vocation de puissance, de grandeur, de vie et d'autonomie du peuple français, qui se veut voir reconnu dans sa dignité, est présentée comme une force affreuse et un mouvement de radicaux sauvages. Les macronistes avilissent la force populaire parce qu'ils sentent le pouvoir leur échapper et qu'elle les terrifie. En se plaçant en victime des désiderata populaires, les macronistes veulent faire culpabiliser les Français, pour les affaiblir et les faire douter. Ces valeurs de ressentiment et de dette sont une vengeance morale des macronistes dirigée contre la vie, contre la joie et contre l'affirmation de la puissance populaire. Affaiblis et aux abois, les macronistes ne trouvent de compensation que dans cette vengeance imaginaire. Ils voudraient faire de leur propre impuissance la réalité des Français. Bon, on va pas vous laisser sur une note déprimante. Oui, Bayrou et la Macronie suintent l'échec, la haine et le ressentiment qui abîment cruellement notre pays. Mais mercredi dernier, le 3 septembre, la Cour administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt historique qui ouvre une lueur d'espoir pour le camp de la vie et de la raison. La Cour a reconnu que les produits phytopharmaceutiques, les pesticides, engrais et autres intrants ont causé, je cite, une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols. Cette contamination a entraîné une diminution de la biodiversité et de la biomasse et une atteinte non négligeable aux bénéfices tirés par l'homme de son environnement. Bref, la Cour admet que ces produits détruisent notre planète. En conséquence, elle oblige l'État à réévaluer les autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire les autorisations de vente des produits phytopharmaceutiques dans un délai de 2 ans. La Cour a constaté en effet que les procédures d'autorisation actuelles ne permettent pas d'exclure que ces produits puissent avoir, je cite, un effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou animale, ni des effets inacceptables sur les végétaux ou sur l'environnement. Bref, on ne contrôle pas assez ces produits qui sont scientifiquement tenus pour responsables d'une grande partie des dérèglements écologiques contemporains. C'est une immense victoire de la raison, de la science et du bon sens sur cet aveuglement collectif auquel le macronisme a apporté sa pierre gélive. C'est l'aboutissement d'un combat de longue haleine et qui montre qu'il est toujours utile de se battre pour l'écologie. Comme on le voit tous les jours, le macronisme porte en lui des valeurs faibles. La valeur sociale est réduite à une dimension financière morbide et déliquescente. Au contraire de l'écologie qui, elle, porte un système fort, puissant et de grandeur. Elle veut réaliser la vie, se battre pour notre mieux vivre et pour notre dignité collective. Ce combat est bon parce qu'il nous rend plus forts. Et il nous rend plus forts parce qu'il est magnifique. Et parfois, comme aujourd'hui, alors qu'on se croit enfoui dans un nadir sans fin, quelques rayons d'espoir pointent leur nez. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter la chute de Bayrou avec Salomé. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Albert Camus, L'été, retour à Tipasa. Puisque nous avons réussi à surmonter quelque chose qui paraissait très lourd, le nazisme, le fascisme, ça paraissait extraordinairement lourd. Vichy n'était qu'une façon de travailler avec. Eh bien, nous avons réussi à faire la libération et la 4e République et la République française. Eh bien, ça veut dire qu'on peut surmonter. Et que s'il y a aujourd'hui des obstacles de même nature, peut-être plus lourds, même quelques-uns d'entre eux, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à les surmonter. Absolument, absolument.